Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue lors de cette première webconférence du MOOC, une première webconférence de la 7e session de ce MOOC, assez particulière, bien évidemment du fait du contexte que nous vivons et que nous subissons, bien sûr, et cela sera en toile de fond de cette première webconférence. Et puis pour une autre raison également, parce que cette webconférence est effectivement… alors, je vous demande juste une petite seconde. Il y a une modification à effectuer. Voilà, sur le site, puisque vous êtes extrêmement nombreux à être avec nous ce soir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dû élargir le nombre de participants, ce que je viens de faire immédiatement. Voilà, donc nous sommes effectivement très nombreux et beaucoup d'entre vous ont commencé à utiliser le chat. Et ce chat va vous permettre, bien sûr, de pouvoir dialoguer avec nous, de dialoguer de différentes manières. Alors, de dialoguer entre vous, de manière à poster vos témoignages, à échanger, et à nous saluer, ce que vous commencez à faire, que vous soyez au Havre, à Brest, que vous soyez Pierre, Paul ou même Jacques, voilà. Et d'autre part, vous avez un deuxième onglet qui est l'onglet questions. Alors cet onglet questions va vous servir à poser des questions à nos intervenants que j'aurai le plaisir de présenter dans quelques instants et que vous voyez déjà. Des intervenants qui sont issus, bien sûr, de l'Association française de lutte contre le myélome multiple, la F3M, en la personne de Sophie et de Laurent, et puis deux autres intervenants qui vont être également parmi nous ce soir. Alors, le professeur Olivier Decaux est un familier de ces webconférences. Il nous fait le plaisir et l'honneur de participer, de contribuer très activement. Et je tiens à le remercier parce qu'il a aussi, et comme tous les professionnels de santé, et un agenda qui est extrêmement serré. Un grand merci, professeur Decaux, d'être à nouveau avec nous ce soir. Je remercie aussi Karen Kreuter qui, eh bien, de par sa profession d'oncopsychologue, est extrêmement sollicitée, je le sais aussi, et a tenu à être avec nous ce soir pour pouvoir vous aider, vous accompagner et aborder, on le verra dans un deuxième temps, tout ce qui touche à cette nouvelle période de confinement dont on sait qu'elle est difficile pour chacun d'entre nous et a fortiori pour les malades du myélome et leurs proches. Et bien sûr, Sophie Delmer qui va être notre animatrice ce soir, également très heureux de la retrouver. Et puis Laurent Gillot, le président de la F3M, qui aura l'occasion également en sa qualité de président, mais aussi et surtout eh bien pour vous accompagner et puis aussi traduire, véhiculer un certain nombre d'actions de l'Association française de lutte contre le myélome multiple. Voilà pour l'introduction, et pour ma part, je serai en quelque sorte le monsieur loyal et toujours content d'être avec vous. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à utiliser le chat. Si par contre vous avez des questions de nature médicale ou d'autres types de questions aux intervenants, une fois de plus, et pour ceux qui nous rejoignent, merci d'utiliser l'onglet questions. Il y a aussi un onglet sondage, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que nous avons des questions à vous poser, notamment pour la fréquence des webconférences. Voilà. Alors, je passe la parole tout de suite à Laurent Gillot sur le sommaire de cette webconférence. Donc, bonsoir à tous, content de vous retrouver là, les gens, à la fois les inscrits, les nombreux inscrits au MOOC, mais aussi les personnes qui se sont inscrites parce que on a ouvert cette webconférence à tous. Pourquoi on l'a ouvert à tous? Parce que comme on l'avait fait lors de du premier confinement, on a pensé que c'était important de réagir pour les malades du myélome, de leur donner la possibilité de s'exprimer, mais aussi d'avoir des conseils, d'échanger sur comment vivre au mieux ce confinement.
Donc, cette webconférence aura deux parties. Une partie où, la première partie, on va davantage s'appuyer sur ce qui s'est passé durant cette semaine du MOOC. Et puis la deuxième partie où, notamment avec Karen, on va parler comment vivre au mieux au quotidien cette période de confinement. Donc, avant de lancer, je vais parler un petit peu il y a 15 jours, on était déjà très nombreux, à peu près 15 jours, hein, ça fait ça, la dernière webconférence de notre JNM, c'était il y a 15 jours. Juste pour dire que la JNM 2020, sous ce format-là, ça a été une superbe réussite. Et puis, merci à tous les intervenants et puis merci à tous les participants, hein. On a eu 1400 inscrits, je crois, à peu près 1200 participants, des centaines et des centaines de questions. Et les médecins qui ont fait des centaines et des centaines de réponses. Donc voilà, merci Hervé. Donc 1423 participants, hein, avec un gros taux de satisfaction malgré tout, parce que voilà, nous on aurait préféré que la GNM se fasse en présentiel, parce que c'est quand même bien de se voir, c'est quand même bien d'échanger en direct. Mais par défaut, je dirais que cette JNM a superbement bien marché, je dirais par l'implication de tous, à la fois des intervenants, mais aussi des participants. Je pense que j'ai fait le tour de... Donc la session du MOOC, je pense que c'est plus à toi, Sophie, de prendre la parole, parce que moi je me suis inscrit, mais j'ai pas participé à la première session, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc je te laisse, Sophie, je te laisse la parole. Voilà, bonsoir à toutes et à tous également. Eh bien, écoutez, le MOOC, ça démarre vraiment bien. Comme vous pouvez le voir, il y a 369 participants inscrits. Il y a beaucoup de personnes qui laissent des commentaires et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça permet déjà pour nous, en tant que tuteurs et tutrices, de faire votre connaissance, de vous écouter, de vous orienter parfois, de vous mettre en contact les uns avec les autres et donc surtout continuer sur cette dynamique, continuer à poster vos questions, vos humeurs et à dialoguer avec nous. On sera vraiment toujours ravis de vous répondre et d'entretenir ces conversations qui font vivre le MOOC de façon dynamique. Voilà. Alors peut-être une précision ici sur le début du module 2. Sophie, tu peux peut-être rappeler oui. Ce point-là qui est important? Oui, donc le module 2 va débuter lundi 2 novembre. Bien sûr, vous êtes toujours bienvenus pour vous inscrire et puis participer au module 1 avant d'enchaîner sur le module 2. Mais sachez que vous pouvez aussi tout à fait, si le module 1, vous avez déjà répondu, ou si vous êtes un vieux routard du myélome et que vous connaissez vraiment bien la maladie, on peut imaginer, vous pouvez tout de suite débuter par le module 2. En tout cas, inscrivez-vous encore nombreux avant le 13 décembre. Parfait. Le choix également qui a été fait, c'est d'ouvrir, et je te remercie vraiment de le préciser, d'ouvrir le MOOC de façon, enfin d'ouvrir les webconférences de façon large. Vous pourrez retrouver, et c'est un point important, les rediffusions des différentes webconférences sur le MOOC. Et c'est, entre autres, bien évidemment, un des intérêts de ce MOOC, mais bien plus, et notamment, j'insiste à nouveau sur le formidable travail de tous les tuteurs qui non seulement répondent à des questions, vous orientent, vous guident, mais aussi vous invitent à partager tout ce que vous souhaitez. Voilà, c'est maintenant au professeur Olivier Decaux d'intervenir sur le sujet d'aujourd'hui qui eh bien, qu'est-ce que le myélome multiple, mais aussi myélome multiple et Covid. Voilà, Olivier Decaux, c'est à vous. Bien, merci Hervé, merci à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous surtout. Je suis ravi d'être présent à cette webconférence une fois encore. Et avant de répondre à vos questions, j'ai pris l'habitude de présenter un bref diaporama de quelques diapos pour vous présenter de façon synthétique ce qu'est le myélome, puisque c'est l'objectif de
de la webconf aujourd'hui. Alors déjà, quand on parle de myélome, c'est une maladie maligne de la moelle osseuse. Et quand on parle de maladie maligne de la moelle osseuse, il y a différentes maladies. Vous avez sûrement entendu parler de leucémie, de lymphome. Le myélome est une maladie de la moelle osseuse, comme la leucémie, comme le lymphome, mais c'est une maladie très différente parce que dans la moelle osseuse, c'est un organe très complexe, la moelle osseuse, où il y a plein de différentes cellules qui sont physiologiques et qui fonctionnent pour nous aider à fabriquer des globules rouges, à fabriquer des plaquettes, à fabriquer des globules blancs. Et certaines de ces cellules peuvent devenir cancéreuses. En fonction du type de cellule qui devient cancéreuse, on n'a pas la même maladie. Et le myélome, c'est une maladie maligne de la moelle osseuse qui touche des cellules très particulières qu'on appelle des plasmocytes. Alors, c'est ces cellules un peu ovales que vous voyez à gauche. Et ces cellules, leur particularité, c'est de fabriquer des anticorps. C'est leur rôle physiologique de fabriquer des anticorps. Et les anticorps, c'est très à la mode en ce moment parce qu'on parle d'immunité dans les médias. Les anticorps, c'est ces protéines qui ont cette forme de Y qui vont aller se coller sur les virus et les bactéries. Et quand il y a un anticorps collé sur un virus ou une bactérie, c'est un signal pour nos globules blancs pour dire attention danger, il faut détruire. Donc les anticorps, c'est comme des gommettes qu'on mettrait sur les cellules étrangères à notre corps. Et quand une cellule étrangère à notre corps passe avec une gommette dessus qu'on appelle un anticorps, nos globules blancs sont là pour la détruire. Donc les anticorps, c'est très précieux et nos cellules, les plasmocytes, sont des cellules très précieuses. Et parfois, malheureusement, ces cellules peuvent devenir cancéreuses. Alors on les dépiste notamment grâce à l'électrophorèse des protéines. Donc, je vais vous détailler un petit peu ce que c'est cet examen dont vous avez forcément entendu parler, puisque le myélome, c'est une maladie où on fait beaucoup d'électrophorèse. Donc, ça, c'est une électrophorèse des protéines normale, où en fait, on prend l'électrophorèse, c'est quoi? On prend le sang des patients et on sépare les protéines en fonction de leur taille et de leur poids par une machine, un courant électrique qui va séparer les grosses protéines et les petites protéines. Donc, sur le schéma à gauche, vous avez les différentes... le schéma représente la quantité des différentes protéines. Donc, il y a un pic à gauche qui correspond à ce qu'on appelle l'albumine. C'est une protéine la plus importante du corps humain. C'est la brique essentielle de nos cellules. Donc, on a un pic qui est totalement normal, qui correspond à cette protéine-là. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les alpha, les bêta. Ça, c'est des protéines de l'inflammation. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les gamma-globulines. Les gamma-globulines, en fait, c'est les anticorps. Donc, c'est les anticorps dont j'ai parlé tout à l'heure. Et de façon naturelle, on a plein d'anticorps différents, puisque les anticorps, c'est comme une serrure qui reconnaît une seule clé. Et les anticorps, chaque anticorps reconnaît un seul virus, une seule bactérie. Donc, pour nous défendre contre tous les virus et les bactéries qu'on peut rencontrer, on a des millions et des milliards d'anticorps différents, ce qui fait que chez un patient qui n'a pas de myélome, on a ce qu'on appelle un dôme des gamma-globulines, c'est-à-dire quelque chose d'assez rond, parce qu'il y a plein d'anticorps différents, de taille et de poids différentes. Et ce qui va se passer dans le myélome, comme la cellule tumorale, c'est un plasmocyte, le plasmocyte, c'est donc cette cellule qui fabrique les anticorps. Qui dit cellule tumorale dit cellule qui va se multiplier, proliférer. Donc, on va avoir une cellule qui va se reproduire à l'identique. On appelle ça un clone. C'est des cellules jumelles qui vont se multiplier à l'identique. Et comme elles se multiplient à l'identique, elles vont fabriquer le même anticorps en quantité très importante. Et c'est pour ça qu'à l'électrophorèse des protéines, on va voir apparaître une quantité importante d'anticorps. Comme c'est le même anticorps qui fait le même poids et la même taille, il va se déplacer au même endroit dans la machine. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître dans le myélome ce pic qui est un marqueur de la maladie et qui va être très important pour suivre l'évolution de la maladie, puisque la quantité de protéines anormales, la quantité d'anticorps et donc du pic traduit ce qui se passe dans la moelle. Alors, tous les myélomes ne s'accompagnent pas de la production d'un anticorps complet. Il y a certains myélomes, et je vais y revenir tout de suite, qui s'accompagnent uniquement de la fabrication d'un fragment d'anticorps qu'on appelle des chaînes légères, qu'on peut trouver dans le sang, mais aussi dans les urines. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, certains patients ont un pic de très petite taille, voire pas de pic, et ils fabriquent simplement des fragments d'anticorps qu'on peut doser avec d'autres examens. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des complications du myélome, parce que c'est finalement les complications révélatrices. Donc à gauche, il y a un schéma d'une moelle normale. Je vous ai dit, la moelle, c'est l'usine à globules, c'est à l'intérieur de l'os. Donc c'est, si vous avez vu de l'os à moelle, c'est creux à l'intérieur de l'os. Et ce creux qui est à l'intérieur de l'os, c'est l'usine à globules. On fabrique tous nos globules dans cette moelle osseuse. Et dans une moelle normale, on a des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Et dans une moelle de myélome multiple, comme vous le voyez représenté à droite, il y a plein de cellules qu'on appelle des plasmocytes, ces cellules ovales qui sont des cellules tumorales qui se multiplient de façon excessive. Et comme la moelle est un espace fermé, puisque l'os est solide, à un moment, la vraie moelle n'a plus la place de travailler. On va avoir des baisses de globules, donc notamment de l'anémie, une baisse des globules rouges. Ça, c'est une des complications assez fréquentes du myélome. L'autre complication qui est fréquente et qui, malheureusement, conduit parfois certains patients à la dialyse, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, en plus de fabriquer des anticorps complets, les cellules de myélome vont fabriquer aussi des fragments d'anticorps qu'on appelle des chaînes légères. En fait, un anticorps, c'est deux grosses briques qu'on appelle des chaînes lourdes et deux petites briques qu'on appelle des chaînes légères. Et parfois, le myélome fabrique, chez la majorité des patients, un excès de ce qu'on appelle des chaînes légères. Et ces chaînes légères, elles ont la mauvaise idée de pouvoir passer dans les urines, puisque ça, c'est une représentation très schématique du fonctionnement des reins. Les chaînes légères, elles sont tellement petites, le rein, c'est un filtre.
elles sont tellement petites qu'elles ne sont pas filtrées par le rein, elles passent dans les urines. Et c'est pour ça que vous aurez régulièrement des analyses d'urine quand vous êtes suivi pour un myélome. Et ce qui pose problème, c'est que ces chaînes légères, quand elles sont en très grande concentration dans les urines, eh ben, elles peuvent boucher les tuyaux des reins. Et en bouchant les tuyaux des reins, elles vont donner ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Parce que ces tuyaux, s'il y a beaucoup de chaînes légères dans les tuyaux des reins, c'est comme si vous mettez beaucoup de grains de sable dans un petit tuyau avec très peu d'eau, bah, ça va boucher. Et quand les reins sont bouchés, ça donne ce qu'on appelle l'insuffisance rénale, c'est-à-dire que le rein n'arrive plus à faire son travail d'élimination. Et c'est quelque chose de le plus souvent asymptomatique qu'on découvre sur les prises de sang. Donc ça, c'est la deuxième complication importante du myélome. La troisième complication, et ce qui va obérer la qualité de vie de beaucoup de patients, c'est les lésions osseuses. Alors, le myélome n'est pas un cancer des os, puisque l'os lui-même n'est pas malade. Par contre, on a de façon physiologique dans nos os des cellules qui fabriquent de l'os, ce qu'on appelle de l'ostéoformation, et des cellules qui détruisent de l'os, ce qu'on appelle de l'ostéorésorption. Et en fait, dans le myélome, cet équilibre entre la formation de l'os et de la résorption de l'os est altéré, parce que les cellules de myélome bloquent les cellules qui fabriquent de l'os et accélèrent les cellules qui détruisent l'os. Et donc, on a un déséquilibre qui fait qu'il va y avoir des destructions osseuses qui vont apparaître. Alors, on appelle ces lésions-là, alors avant, c'est beaucoup de radio osseuses, et c'est ce qu'on appelait des lacunes à l'emporte-pièce, c'est la clarté noire, enfin on appelle ça une clarté, mais enfin c'est la partie noire que vous voyez au milieu de cet os qu'on appelle l'humérus, donc au niveau du bras. Et vous imaginez que des lésions comme ça vont fragiliser l'os, parce que si je reprends l'image de l'os à moelle, le pourtour de l'os il est très solide. Si ce pourtour est abîmé et fragilisé, il peut casser. Alors maintenant, on fait de plus en plus de scanners. Sur la partie gauche, vous voyez une coupe de vertèbres normale. Et puis juste au milieu, c'est une coupe de vertèbres atteinte par le myélome. Vous voyez que la partie centrale est complètement détruite. Et donc, vous imaginez bien que cette vertèbre va être beaucoup moins solide et va pouvoir se casser. À droite, complètement, c'est une coupe d'un bassin. Donc là, on est au niveau à peu près des fesses, un peu au-dessus du coccyx. Et dans la partie gauche, on voit une lésion très importante qui lisse complètement l'os et qui va pouvoir donner des douleurs, parfois des équivalents de sciatique. Donc ça, c'est des lésions osseuses qui sont fréquentes malheureusement dans le myélome, le plus souvent fort heureusement asymptomatiques. Il faut les chercher systématiquement par des scanners osseux ou d'autres examens, et parfois malheureusement elles vont entraîner des fractures, donc des douleurs, et certains patients vont être très invalidés par ces fractures, notamment dans certains cas on peut avoir des fractures au niveau des vertèbres, avec parfois la vertèbre qui recule un peu et qui appuie sur ce qu'on appelle la moelle épinière, ce cordon nerveux qui part du cerveau vers les jambes, et certains patients peuvent avoir des paralysies liées au myélome, fort heureusement de façon rare. Dernière complication dont je parlerai, c'est l'augmentation du calcium. Alors ça, c'est lié à l'atteinte osseuse. En fait, quand on détruit de l'os, on libère du calcium. Et le calcium va parfois monter dans le sang, ce qui est une complication du myélome. Parfois, ça va donner aussi quand le calcium est très élevé, ça peut donner beaucoup de fatigue. Ça peut donner parfois ce qu'on appelle de la confusion, c'est-à-dire un comportement un peu inhabituel. Ça va donner aussi de la déshydratation, donc c'est important de surveiller cette hypercalcémie. Et finalement, le myélome, c'est ça les principales complications du myélome, et c'est ces complications-là qu'on va chercher systématiquement, donc la baisse des cellules sanguines, l'insuffisance rénale, les atteintes osseuses et l'hypercalcémie. Et puis pour terminer, vous entendrez parler, pour certains d'entre vous, vous avez eu ça avant d'avoir un myélome multiple, il y a des stades cancéreux, pré-myélomateux, qui s'appellent les gammapathies monoclonales de signification déterminée, MGUS, ou myéloma de Laing. C'est la même cellule qui est malade, elle est déréglée, elle se met à proliférer de façon anormale, mais de façon modérée, on va dire. Elle se met à fabriquer trop d'anticorps, donc on voit ça sous la forme d'un pic électrophorèse, mais il n'y a aucune complication du myélome, donc aucune des complications dont je viens de parler. Alors les MGUS, c'est le pic en général de petite taille, il y a très peu de cellules dans la moelle, et ça c'est très fréquent. À partir de 50 ans, il y a 3% des personnes qui ont ça. À partir de 80 ans, c'est une personne sur 10. Le myéloma de Laing, c'est plus rare, c'est un stade intermédiaire. Là, il y a plus de pics, il y a plus de cellules dans la moelle. N'empêche que ces deux stades, MGUS et myéloma de Laing, sont des stades asymptomatiques qu'on ne traite pas. Alors les MGUS, il faut les surveiller. Le risque de progression, c'est à peu près 1% par an d'évolution vers un myélome. Les myélomas de Laing, c'est un risque un peu plus important, à peu près 10% par an, mais ce sont deux stades qu'on surveille. Alors de façon plus ou moins attentive en fonction du stade, mais c'est des stades asymptomatiques et malheureusement, on n'a pas tellement de moyens d'empêcher aujourd'hui la progression vers le myélome multiple. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire en introduction qui résument ce qu'est le myélome. Et globalement, les complications dont je vais parler, c'est vraiment les principales complications du myélome multiple qui sont liées à ces cellules qui prolifèrent dans la moelle, à cette production excessive d'anticorps. Et donc, je vous rappelle l'importance de l'électrophorèse des protéines avec ce pic qui traduit l'excès d'anticorps fabriqué par le myélome, avec la particularité que certains myélomes ne fabriquent pas un anticorps complet. Donc, on voit simplement ce qu'on appelle des chaînes légères. Donc, chez certains patients, l'électrophorèse n'est pas complètement, n'est pas utile parce que quand il n'y a pas de pic, on est obligé de surveiller sur les urines ou les chaînes légères dans le sang. Donc, ça, on pourra y revenir si vous voulez. Voilà, je suis à votre disposition maintenant pour les questions.
Oui, une question de Marc. Les lésions sont-elles irréversibles ou alors, une fois traitées, est-ce que l'os se reconstitue? Alors ça, c'est une question qui est effectivement importante. Alors je vais reprendre l'image que Cyril Touzeau avait donnée la dernière fois et que je trouve très, très bonne. C'est que malheureusement, l'os, c'est comme la charpente d'une maison. Et le myélome va détruire la charpente comme un incendie détruirait la charpente d'une maison. Et même si avec la chimiothérapie, on supprime l'incendie, on éteint l'incendie, ben une fois que la charpente est abîmée, malheureusement, la charpente de l'os, elle a du mal à récupérer. Alors on a quelques cas, moi j'ai vu plusieurs patients où finalement avec le temps, on voit l'os qui récupère un petit peu. Mais malheureusement, en général, les lésions osseuses persistent. Et c'est pour ça qu'il faut, dans la mesure du possible, les traiter précocement pour éviter qu'on se retrouve à un stade où les lésions sont trop importantes. Il y a Dolita qui nous demande pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne la moelle osseuse? Les cellules souches pour les globules blancs, qu'en est-il pour les plaquettes? Alors en fait, les cellules souches, la cellule souche, c'est la cellule qui va donner en fait ce qu'on appelle les 3 lignées sanguines. Il y a 3 lignées dans le sang, ce qu'on appelle des lignées, c'est-à-dire des groupes de cellules. Donc il y a le groupe des globules rouges, et cette cellule souche, elle va pouvoir donner tout ce qu'on appelle des précurseurs, c'est-à-dire elle va se différencier vers les globules rouges. Mais cette cellule souche, elle va aussi donner ce qu'on appelle la lignée des plaquettes. Donc les globules rouges, c'est pour transporter l'oxygène. Les plaquettes, c'est pour fabriquer ce qu'on appelle les caillots, c'est pour coaguler quand on se blesse. Et puis, il y a la 3e lignée qui va venir, elle aussi, des cellules souches, c'est les globules blancs. Et dans les globules blancs, là, je ne peux pas rentrer dans le détail, il y a différents types de globules blancs. Mais en tout cas, les cellules souches sont capables de donner ces 3 types de cellules. Les plus complexes étant les globules blancs, parce que dans les globules blancs, il y a énormément de sortes de globules blancs qui ont des fonctions très différentes pour se défendre contre les bactéries et les virus le plus souvent, soit par la fabrication d'anticorps, soit parce que c'est des cellules tueuses qui vont aller tuer les globules blancs et les plaquettes, et les virus, pardon, les bactéries et les virus, excusez-moi. Mais donc la cellule souche, c'est vraiment quelque chose qui est une cellule qui est capable de donner toutes les cellules de la moelle. Et c'est pour ça que quand on fait une autogreffe, on greffe des cellules souches parce qu'elles sont capables de régénérer de la moelle de façon complète avec les 3 types de cellules, globules blancs, globules rouges et plaquettes. Bien, je continue les questions. Jean-Pierre nous demande pourquoi multiples? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pendant des années, moi, quand j'ai commencé mes études, on appelait ça la maladie de Kähler. Après, on appelait ça le myélome multiple. Je ne sais pas pourquoi on dit multiple. En tout cas, ça traduit. Je pense que c'est un terme qui est intéressant parce que ça traduit les multiples présentations de la maladie. Tout à l'heure, j'ai parlé des différentes complications. On a certains patients qui se présentent avec uniquement une anémie, d'autres patients qui vont avoir une insuffisance rénale, d'autres patients qui vont avoir des lésions osseuses, certains patients qui vont avoir les 3 complications. Et en fait, ce qu'il y a de certain, c'est que la présentation des patients est très différente, que certains patients, malheureusement, arrivent dans la maladie à des stades très avancés avec des complications graves, notamment l'insuffisance rénale qui les conduit vers la dialyse, certaines lésions osseuses qui vont entraîner des fractures et des douleurs qui vont persister longtemps, même si la maladie est contrôlée. Donc voilà, moi ce terme multiple, je l'entends comme ça, mais c'est la même maladie. Ce qu'il y a d'important, c'est que même si la présentation est variée, ça reste la même maladie et le traitement va finalement être le même, si ce n'est qu'il y aura des mesures associées, notamment pour la douleur, pour l'insuffisance rénale, qui sont en plus pour traiter les complications de la maladie. Mais la maladie reste la même. Et donc quand on parle de myélome multiple, ce qu'il faut surtout pas croire, c'est qu'il y a différents types de myélome. Des myélomes de présentation différentes, oui, mais c'est la même maladie par contre pour tous les patients. Bien, Bernard nous demande pourquoi je n'ai pas de suivi osseux lors d'une rechute après 14 ans de rémission. Est-ce que ce suivi il est systématique? Alors, ça dépend vraiment des habitudes de chacun. Ça dépend aussi de l'histoire des patients. Même si c'est pas du 100%, c'est vrai qu'un patient qui va débuter la maladie avec des lésions osseuses très sévères, on aura tendance à faire des scanners osseux assez régulièrement ou des IRM ou des TEP scanners en fonction des centres pour voir un peu si à la rechute, il n'y a pas des nouvelles lésions osseuses. Parce qu'on sait qu'un patient qui a débuté sa maladie avec des lésions osseuses va sûrement rechuter avec des lésions osseuses. Après, il y a certaines formes de myélome qui, pour une raison qu'on ignore, se présentent de façon assez indolente, avec uniquement une anémie, il n'y a pas de lésion osseuse. Et chez certains patients, la rechute, on voit bien que la rechute reste indolente, sans progression vers des lésions osseuses. Néanmoins, moi, j'ai vraiment pris l'habitude, parce que je pense que c'est une bonne chose, de faire systématiquement à la rechute un scanner osseux, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les lésions osseuses sont asymptomatiques. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de fracture, ce qui fait mal, c'est pas le fait qu'il y ait des lésions osseuses, qu'il y ait des trous dans les os. Ce qui fait mal, c'est quand ça casse. Et donc, si on attend qu'il y ait des douleurs, on va parfois se faire
piégés avec des lésions osseuses qui évoluent à bas bruit. Et donc, je pense que c'est intéressant de faire des scanners osseux à la rechute. Alors après, ça va dépendre de la vitesse de la rechute. On va les faire très rapidement quand la rechute est très rapide, quand on voit le pic qui augmente très vite. On est un peu moins enclin à faire des scanners systématiques ou trop rapidement quand la rechute est très très lente. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de faire assez régulièrement, au moment de la rechute en tout cas, des explorations osseuses. Donc, je continue avec Marc qui nous demande, y a-t-il des traitements de consolidation pour les os? Lui-même prend actuellement de l'homéopathie, mais est-ce qu'il est prescrit des traitements de consolidation? Alors, les meilleurs traitements, enfin ceux qui sont le plus validés dans le myélome pour renforcer les os, c'est ce qu'on appelle les biphosphonates. Donc, le nom de la molécule, c'est les Zometa ou l'acide zolédronique. C'est des perfusions qu'on fait une fois par mois et qui vont en fait bloquer les cellules qui détruisent l'os. Donc, nous aider à empêcher l'os de se détruire et d'une certaine façon stimuler un peu la reconstruction osseuse. Alors, le problème de ce traitement-là, c'est que pour faire ce traitement-là, il faut d'abord avoir une bonne fonction rénale, c'est-à-dire qu'il faut que le rein fonctionne bien. Et la deuxième chose, c'est que ce traitement donne parfois ce qu'on appelle des ostonécroses de mâchoire, c'est-à-dire des nécroses au niveau dentaire. Et donc, c'est pour ça que votre médecin hématologue va vous demander d'aller voir le dentiste pour être sûr qu'il n'y ait pas de foyer infectieux, qu'il n'y ait pas de soins dentaires à faire. Mais on essaye de le donner, en tout cas, chez les patients qui ont les atteintes osseuses les plus sévères. C'est le même traitement d'ailleurs, excusez-moi pour le bruit, c'est le même traitement d'ailleurs qu'on donne dans l'ostéoporose, la fragilité osseuse liée à l'âge. C'est un traitement en fait qu'on donne chez tous les patients qui ont une fragilité osseuse hors du myélome. Simplement, là, on le donne à des doses un peu plus fortes puisqu'on le donne une fois par mois, alors que dans l'ostéoporose, on fait une seule perfusion annuelle. Mais c'est un traitement, c'est le traitement le plus adapté dans le myélome pour renforcer les os. Bien. Maryse nous demande, en dehors des cures de chimiothérapie, que va-t-il être proposé d'autre comme soins si on voit des lésions osseuses en scanner en dehors de la cimentoplastie? Alors, le fait de voir des lésions osseuses en tant que telles ne va pas forcément changer la conduite à tenir, c'est-à-dire que les lésions osseuses, c'est un critère diagnostique, c'est-à-dire qu'un patient qui a un pic à l'électrophorèse, donc un anticorps monoclonal, s'il a un excès de cellules plasmocytaires dans la moelle, on va chercher s'il y a des complications pour dire il y a un myélome ou alors c'est un myélome indolent. Et donc, on va chercher les complications dont je parlais tout à l'heure. Et le scanner osseux fait partie des explorations pour rechercher des lésions osseuses. Après, de deux choses une, soit il y a des lésions osseuses qui sont absolument pas menaçantes, c'est-à-dire que c'est des petites lésions qui nous disent c'est sûr qu'il y a un myélome, mais il n'y a pas de complications, il n'y a pas de risque que les vertèbres se cassent, il n'y a pas de risque que les os, ce qu'on appelle les os longs, c'est-à-dire les os des bras, les os des jambes se cassent. Donc dans ces cas-là, on fait rien de plus, on traite le myélome et on sait qu'en traitant le myélome, les lésions osseuses vont arrêter d'augmenter. Et puis il y a certains cas, par exemple la radio du bras que je vous ai montré tout à l'heure, je peux revenir en arrière rapidement, la radio du bras que j'ai montré tout à l'heure, ce patient-là, on savait qu'il y avait un risque qu'il ait une fracture de l'humérus, donc du bras, en se levant, parce que l'os était vraiment fragilisé. Ce patient-là, on était amené à discuter avec les chirurgiens et ils lui ont fait ce qu'on appelle un enclouage, c'est-à-dire qu'ils ont mis un clou en métal à l'intérieur de l'os pour renforcer l'os. Dans certains cas, effectivement, on peut faire ce qu'on appelle des cimentoplasties. À ce moment-là, c'est plus une injection de ciment qu'on fait notamment au niveau des vertèbres. Et typiquement, sur la vertèbre qui est représentée au milieu, ça peut arriver que nos collègues radiologues aillent mettre du ciment qui va consolider très vite et finalement empêcher que la vertèbre se casse. Mais ça, ces actions-là, on ne les fait que quand il y a un risque de fracture. Encore une fois, pardon, je suis allé trop loin, on ne le fait pas systématiquement. Le fait d'avoir des lésions osseuses, si elles ne sont pas menaçantes, on les laisse tranquilles. Et donc, dans certains cas, on peut être amené à opérer. Dans certains cas, on peut être amené à mettre du ciment. Dans certains cas, malheureusement, on ne peut pas opérer, on ne peut pas mettre de ciment, donc on va mettre des corsets. Dans certains cas, on va empêcher les patients de marcher parce qu'il y a un risque de fracture, mais on ne peut pas opérer. Donc on s'adapte en fonction et dans certains cas on peut aussi faire des rayons parce qu'on sait que les rayons vont détruire rapidement les cellules tumorales qui sont au niveau des lésions osseuses et donc empêcher qu'elles se reproduisent, qu'elles grossissent trop vite. Je continue donc les questions pour vous, professeur. Pour les chaînes légères, l'analyse des urines est-elle plus sensible que l'analyse sanguine? Alors non, en fait, la difficulté des chaînes légères, c'est qu'on sait qu'on peut en trouver dans le sang, alors que parfois on ne les trouve pas dans les urines, parce qu'il y a un phénomène de ce qu'on appelle de réabsorption, c'est-à-dire qu'elles passent dans les urines, mais elles sont réabsorbées par une partie des reins. Et donc c'est important de les doser dans le sang. Alors le problème de ce dosage sanguin, c'est qu'il n'est pas remboursé dans les laboratoires de ville, ce qui explique qu'on embête les patients à venir à l'hôpital ou dans les cliniques pour faire le dosage, mais il est plus sensible et plus fiable probablement que l'analyse urinaire. Le problème de l'analyse urinaire, c'est que théoriquement, il faut la faire sur 24 heures, donc on embête beaucoup les patients. On sait que rechercher des chaînes légères dans les urines, c'est difficile et que
comme je le disais à l'instant, finalement, les urines vont parfois être négatives alors qu'il reste des chaînes légères dans le sang. Donc, ce qu'on essaye de faire en général, c'est qu'on fait des analyses urinaires quand même parce qu'elles sont vraiment intéressantes et importantes, mais on les associe le plus souvent à des dosages sanguins. Alors, ce dosage sanguin des chaînes légères, il est surtout important chez les patients qui ont un myélome qu'on appelle la chaîne légère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anticorps monoclonal complet. Et c'est vrai que chez certains patients qui ont un pic important, on peut ne pas systématiquement faire le dosage des chaînes légères parce que, comme je le disais, il n'est pas remboursé en ville et c'est toujours bien d'avoir le dosage, les contrôles biologiques faits en ville parce que sinon vous arrivez en consultation, le médecin n'a pas les résultats et vous êtes obligé d'attendre 2-3 jours pour avoir les résultats. Donc on aime bien que les patients fassent leur prise de sang en ville. Et dans le cas d'un myélome où il n'y a pas d'excès de chaînes légères important diagnostic, on peut se permettre de ne pas faire systématiquement le dosage des chaînes légères. Par contre, clairement, c'est un dosage qui est plus performant que les urines, même si malheureusement les recommandations internationales disent qu'il faut continuer à faire les urines sur 24 heures, ce qui est très casse-pied pour les patients. Et dans la vraie vie, on ne fait pas toujours les 24 heures, on fait sur échantillon, ce qui est plus simple. Bien. Je continue. Donc, le myélome donne-t-il toujours des douleurs? Alors non, pas toujours. Comme je le disais, ce qui donne des douleurs, c'est quand il y a des lésions osseuses qui fissurent ou qui fracturent. Ce qui va faire mal, c'est une lésion osseuse qui va entraîner une fragilité osseuse, une fissure va apparaître, voire une fracture. Ça va être des douleurs costales avec une lésion osseuse des côtes qui va fragiliser, se fissurer. Habituellement, s'il n'y a pas de lésion osseuse, il n'y a pas de raison que le myélome fasse mal. Et même s'il y a des lésions osseuses, à partir du moment où elles sont de petite taille, il n'y a pas de raison qu'elles fassent mal. Par contre, dans le myélome, on peut avoir des complications de certains traitements, notamment le Velcade, le bortezomib, qui va donner des neuropathies. Donc, on peut avoir des douleurs qui sont liées à des atteintes nerveuses. On peut avoir des douleurs qui sont liées à d'autres choses, notamment, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a des lésions osseuses importantes qui vont parfois aller appuyer. Vous vous rappelez l'image du bassin, la lésion, elle était à un endroit où passent des nerfs, donc on peut avoir des douleurs nerveuses liées à ces lésions-là. Mais comme je le disais, tous les myélomes n'ont pas de douleur. Alors, ce qui est très difficile dans le myélome, c'est que comme les patients savent que le myélome peut être révélé par des douleurs, malheureusement, au cours du suivi, on a tous des douleurs parfois d'arthrose, des douleurs parce qu'on a fait trop d'efforts, etc. Et le symptôme douleur prend une connotation très angoissante pour les patients, surtout quand la maladie était révélée par une fracture, par un tassement de vertèbre. Et donc, c'est toute une habitude à avoir d'être vigilant sur la douleur, mais de pas non plus se dire dès qu'il y a une douleur, attention, c'est la maladie qui revient. Parce qu'on a des patients qui ont des douleurs d'autres origines et qui à chaque fois vivent mal cette douleur parce que ça leur rappelle malheureusement la maladie. Donc, il faut être très, très prudent. Et par contre, c'est à nous, médecins, quand un patient se plaint d'une douleur et qu'il a un myélome, d'être vigilant, de se dire, tiens, est-ce que c'est suspect d'une lésion myélomateuse, il faut refaire un scanner, ou est-ce qu'on peut se contenter de penser que c'est une autre origine et à ce moment-là être purement symptomatique. Hélène nous a posé 2 fois la question. Professeur, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est une plasmaphérèse? Alors la plasmaphérèse, c'est quand on essaye d'enlever, c'est quand il y a trop d'anticorps dans le sang. Il y a certains patients, alors on fait ça dans d'autres maladies, mais il y a certaines pathologies où c'est des anticorps en excès qui vont entraîner des symptômes. Donc il y a des maladies du sang qui ne sont pas le myélome et qui vont donner ça. Il y a une maladie qui est cousine du myélome qui donne un excès d'anticorps important et qui va rendre le sang très épais, qui s'appelle la maladie de Waldenström, mais qui est très différente du myélome, mais elle se manifeste par un pic également. Et en fait, quand on a des excès d'anticorps comme ça, avec le sang très épais, on a parfois besoin d'enlever les anticorps de façon très, très, très rapide. Et donc, une façon de faire, c'est comme une dialyse. En fait, on prend le sang des patients, on le fait passer dans une machine, on récupère les protéines et on réinjecte le sang avec beaucoup moins de protéines et ça rend le sang beaucoup plus fluide et ça élimine certains anticorps, les anticorps en excès. Alors, on fait ça très rarement dans le myélome. C'est rare qu'on ait besoin de le faire dans le myélome. On le fait beaucoup plus dans d'autres maladies et notamment dans la maladie de Waldenström dont je parlais tout à l'heure. Françoise nous demande, le scanner osseux, est-ce que c'est un PET scan? Alors ça, c'est une question qui est souvent posée. Globalement, il y a différentes façons de rechercher les lésions osseuses et ça va dépendre en fait des centres. Ça va dépendre de la disponibilité des examens, ça va dépendre de la qualité des radiologues et des relations qu'on a avec eux. Et en fonction des centres, on ne va pas forcément faire les mêmes examens. Les examens qu'on fait pour explorer l'os, ils ont 2 objectifs. Un, c'est à visée diagnostique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des lésions osseuses ou pas. Ça va nous dire il y a un myélome, il y en a pas. Il y a des lésions osseuses de myélome ou il y en a pas. Ça va nous permettre de dire il y a des risques fracturaires ou pas. Donc ça, le scanner répond très bien à ça. Et puis dans certains cas,
on peut avoir besoin d'aller plus loin avec autre chose que le scanner osseux. Alors, ça peut être le cas notamment de l'IRM, parce que je ne suis pas rentré dans les détails, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des formes de myélome sans aucune complication qu'il faut traiter, notamment ceux qui n'ont pas de lésions osseuses, mais qui ont des lésions visibles à l'IRM. L'IRM est plus sensible que le scanner et elle voit des amas de cellules. Elle est capable de dire, là, il y a des amas de cellules très importants qui sont menaçants et qui vont probablement donner des lésions osseuses prochainement. Donc, dans certains cas, l'IRM va nous permettre de traiter précocement les patients. Le TEP scanner, c'est un autre examen qui voit à la fois les lésions osseuses et aussi si elles sont actives, parce qu'on injecte du sucre radioactif et le sucre, les cellules tumorales aiment bien consommer du sucre, donc on va voir ce qu'on appelle un hypermétabolisme, c'est-à-dire des zones où il y a beaucoup de consommation de sucre pour dire les lésions sont actives ou pas. Alors le TEP scanner, il est très intéressant pour suivre la réponse et l'évolution des lésions osseuses. C'est-à-dire qu'on sait que quand on fait un TEP scanner et que le patient répond au traitement, on voit les lésions qui deviennent moins avides de sucre, donc on voit les lésions qui s'éteignent. Il y a toujours les lésions osseuses, comme je le disais tout à l'heure, mais elles sont plus hypermétaboliques, elles consomment plus de sucre, et on sait que ça va être important pour évaluer la qualité de la réponse. Alors c'est très important parce que ça nous aide à dire effectivement les lésions osseuses deviennent inactives, mais aujourd'hui pour autant on ne sait pas encore utiliser le TEP scanner pour définir s'il faut modifier le traitement ou pas. Il y a d'autres maladies du sang, on utilise le TEP scanner pour dire il faut changer de traitement. Dans le myélome, on peut juste dire ok, il reste des lésions osseuses actives, pour autant on continue le traitement comme d'habitude, il n'y a pas encore d'études qui ont démontré qu'il fallait changer. Et donc en fait le TEP scanner il est intéressant. Et l'IRM pareil, ils vont nous aider à aller un peu plus loin que le scanner quand le scanner est pris en défaut, mais je pense qu'il n'est pas indispensable de le faire chez tous les patients. Je crois qu'il faut vraiment s'adapter. Ce qui compte, c'est que les médecins qui vous prennent en charge aient un bon fonctionnement avec leur radiologue, et en fonction des centres, si on a très rapidement un scanner qu'on peut compléter par l'IRM ou le TEP scanner, moi je crois que c'est très bien. Si par contre vous êtes dans un centre où les scanners on les a plus difficilement, qu'on a plus facilement les TEP scanners, certains vont faire plus facilement des TEP scanners. Je crois qu'on a tous nos habitudes. L'essentiel, c'est qu'on pose des questions à nos radiologues ou à nos nucléaristes, et l'objectif, c'est d'obtenir des réponses. Donc encore une fois, ce que je dis à chaque fois, c'est que chaque patient est unique, chaque prise en charge est adaptée à la situation et adaptée au contexte local. Il y a des hôpitaux, si vous voulez un TEP scanner, il faut 1 mois d'attente. Dans certains cas, il faut aller plus vite et le scanner va être plus rapide. Donc l'essentiel, c'est qu'il y ait des explorations osseuses qui permettent de répondre à la question progression osseuse ou pas, lésion osseuse menaçante ou pas, lésion active ou pas. Et donc on s'adapte au cas par cas, mais les 3 examens peuvent être utiles en tout cas pour rechercher une progression osseuse. Bien, une petite dernière question qui va permettre une transition donc vers Karen et notre nouvelle situation problématique liée au virus du Covid. Il y a une dame dont le mari sort très bientôt d'autogreffe et qui voit les fêtes de Noël arriver et qui demande si sa fille, qui est étudiante à Strasbourg, peut venir voir son père pendant les fêtes. Alors ça, c'est une question difficile parce que on a envie que la vie continue et que les relations humaines persistent. Et d'un autre côté, on sait qu'en ce moment, les patients les plus fragiles doivent se protéger. Et on sait que la période post-autogreffe est une période de grande fragilité puisque le système immunitaire est entre guillemets remis à zéro. C'est-à-dire qu'il y a la chimiothérapie qui est faite juste avant la greffe va vraiment affaiblir la moelle. Et grâce à la greffe, évidemment, la moelle repart. Donc, il y a une vraie fragilité. Je pense que dans cette période, il faut vraiment être très, très prudent. Donc, utiliser les gestes barrières, y compris avec les proches. Je pense que tout est possible à partir du moment où on respecte les gestes barrières, y compris à la maison. C'est-à-dire que si la petite fille vient, mais qu'elle garde le masque à la maison, qu'il n'y a pas de rapprochement, le problème, c'est les repas, c'est les apéritifs. Je pense que dans ces moments-là, il y a 2 options. Soit on s'interdit toute visite, et c'est difficile. Soit on est raisonnable, on se dit, OK, on se voit, mais on fait très attention. Et on voit bien, nous, quand on voit des patients Covid dans l'hôpital, que ce soit des patients atteints de myélome ou pas, c'est toujours les périodes où on est en famille, on se dit, je suis en famille, allez, j'enlève le masque, on va prendre un moment. C'est dans ces moments-là qu'on se contamine. Donc, je pense qu'on peut se voir, mais il faut garder le masque à la maison et il faut éviter. Le problème, c'est les repas, les apéritifs. Et il y a 2 options. Soit on préfère ne pas se voir, soit on se dit, on se voit, mais à ce moment-là, on est très, très prudent. Et tant pis, on partage pas ces moments de convivialité. Mais surtout en post-autogreffe, je pense que si un patient souhaite voir de la famille, il faut faire avec le masque, se laver les mains et éviter tout ce qui est repas, apéritifs, les moments où on enlève le masque, parce que c'est vraiment là qu'est le danger, à mon sens. Bien. Hervé? Oui, alors je propose que nous puissions avancer effectivement sur la deuxième partie et l'intervention de
de Karen. On pourra revenir effectivement, si nous avons le temps, sur certaines questions. C'est aussi le moment d'envoyer un sondage. Nous allons vous interroger et ce sera ma première question sur l'intérêt que vous voyez à la tenue de webconférences hebdomadaires dans le contexte que nous vivons, c'est-à-dire le contexte du Covid. Voilà, donc la question, vous la voyez maintenant sur le sondage. Je vous invite, s'il vous plaît, à prendre quelques instants pour y répondre. Cela nous permettra de dimensionner le plus près possible de vos attentes, la fréquence de ces webconférences. Vous le savez, il y a des webconférences qui suivent le parcours pédagogique du MOOC. Qu'est-ce que le myélome, les traitements, la prochaine, je le rappelle, le 12. Mais prenez, s'il vous plaît, le temps, comme vous le faites, et c'est remarquable. On dirait les élections aux États-Unis, mais je ne dirais pas qui est le oui, qui est le non. On saura ça un peu plus tard. Donc, merci d'avoir répondu à cette première question. Il y a une deuxième question qui va suivre concernant la fréquence. Voilà. Alors, vous avez trois possibilités qui sont proposées. Une fréquence hebdomadaire, une fréquence tous les 15 jours ou bien une fréquence mensuelle. Voilà, profitez de ces quelques instants, s'il vous plaît, pour y répondre et nous indiquer ce qui vous convient de mieux. Voilà, je vois que vous y répondez massivement et cela nous donne des indicateurs. Il est encore temps de répondre à ces questions d'ici à la fin de cette session et je ne voudrais pas tarder plus et passer la parole bien sûr à Karen. Merci encore Karen d'être auprès de nous ce soir. Merci Hervé, bonsoir à toutes, à tous, à ceux que je connais déjà, à ceux que je ne connais pas, à ceux qui sont devenus mes amis dans cette aventure et ces aventures multiples de la F3M. Alors, je suis avec vous ce soir. Là, moi, je suis toujours un peu dans la gestion de crise, j'ai l'impression. J'aimerais bien aussi qu'on puisse se voir quand tout va bien. En fait, je trouvais ça assez sympa. On va y réfléchir. Mais effectivement, la période, elle est particulière et donc j'avais envie de partager et d'échanger avec vous là-dessus. Alors, on a assez peu de temps, donc je voulais juste faire une petite introduction et qu'on puisse ensuite dialoguer, en cas que je puisse répondre à vos questions ou à vos réflexions ou émotions, sentiments. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, cette période de reconfinement? Alors, la première chose, et on l'avait déjà évoqué, peut-être qu'on en a déjà parlé ensemble, c'est que vous traversez depuis des mois, pour certains des années, une période particulière où vous vivez avec cette maladie, avec des traitements, avec des symptômes, des inquiétudes, des effets secondaires, voilà, c'est déjà voilà quelque chose de très particulier de vivre avec une telle maladie. Et en fait, cette crise sanitaire, c'est vrai qu'elle vient renforcer des fragilités qu'on ressent déjà quand on est malade. Ça va renforcer un sentiment de vulnérabilité. Effectivement, on se sent vulnérable quand on a un myélome en général, en tout cas à certains moments. Et dans le cas de cette crise sanitaire, on est considéré comme vulnérable et comme vous le disiez, professeur, dans certains cas, effectivement, objectivement le cas. On est plus vulnérable que d'autres personnes autour de nous. Donc, ça va renforcer ce sentiment de vulnérabilité. Ça va renforcer aussi le sentiment d'incertitude parce que cette maladie, elle nous fait vivre des choses intenses et notamment l'incertitude. Et ça, c'est quelque chose de très particulier à vivre, un tel niveau d'incertitude. Et puis, cette crise sanitaire, elle renforce le sentiment de subir les choses. On subit déjà des choses avec cette maladie, on a subi un diagnostic, des chamboulements dans notre existence, on subit des traitements, même si on en bénéficie et qui nous permettent de vivre et de mieux vivre. On subit un certain nombre de choses qu'on ne maîtrise pas. On se sent parfois un petit peu démuni entre les mains de professionnels de santé. On subit notre fatigue, on subit des douleurs chroniques à certains moments. Et cette crise sanitaire, elle va aussi renforcer un impact péjoratif sur notre qualité de vie.
quand on a un myélome multiple, à des niveaux différents et à certaines périodes du parcours, notre qualité de vie est négativement impactée et demande des adaptations. Et là, évidemment, avec cette crise sanitaire, cette qualité de vie est impactée de nouveau de manière encore plus importante. Alors, comment mieux vivre cette période de crise sanitaire et notamment de confinement? La première chose, ce confinement, moi j'ai noté que ce n'était pas le même confinement que la première fois, qu'on est dans un semi-confinement. Alors moi je me dis, un semi-confinement, c'est déjà un peu la semi-liberté. Parce qu'en réalité, on a moins de contraintes que la première fois. Et que, en plus des pharmacies, ils sont gentils, hein, nos pharmaciens, mais on peut aller dans les magasins de jardinage, de bricolage. Effectivement, on a quand même, avec tous les gestes barrières, la possibilité d'aller dans les parcs, les jardins, les plages, pour ceux d'entre vous qui ont la chance et le bonheur de vivre non loin d'une plage. Donc, effectivement, il y a des contraintes, mais elles sont moins importantes. Et en appliquant les gestes barrières, je pense que notre qualité de vie peut être un petit peu plus préservée qu'elle l'était au mois de mars. Moi, on me parlait d'angoisse et de confinement et de crise sanitaire. Effectivement, moi, en ayant des dizaines, voire des centaines de patients en face de moi ou à distance, hein, puisque je continue les suivis à distance, j'avais effectivement noté que l'angoisse dominait largement dans les émotions et les sentiments en mars, avril. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Moi, je note effectivement de l'inquiétude, de l'angoisse, parce qu'effectivement, le virus circule beaucoup, mais je note aussi un ras-le-bol, de la lassitude, de la colère, un sentiment d'injustice, de la frustration, parce qu'on a tout bien fait, parce qu'on a été raisonnable, parce qu'on a modifié notre vie, on s'est adapté, on a limité nos contacts, et en dépit de ça, de nouveau, on est un peu puni. Et ça, effectivement, certains patients le vivent assez mal. Et il y a un autre élément qui apparaît dans ce que les patients peuvent me dire, c'est « j'ai pas de temps à perdre ». Effectivement, c'est vrai en général, on devrait tous se dire ça, hein, qu'on n'a pas de temps à perdre. Bon, parfois on l'oublie. Mais quand on a un myélome multiple et une maladie chronique, grave, voilà, potentiellement létale, hein, malheureusement, avec beaucoup d'incertitudes, on a encore moins de temps à perdre. Et effectivement, cette crise sanitaire et ce confinement qui dure, c'est mois qui passent avec du doute, de l'incertitude, de l'attente de traitement efficace. C'est aussi un peu parfois le sentiment de perdre du temps. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je note hein, dans le ressenti des patients. Et donc, je dirais que mieux vivre ce confinement, certes, c'est agir sur l'anxiété, mais aussi certainement agir sur le sentiment de perdre du temps. Comment ne pas perdre du temps pendant ce confinement? Alors, sur l'anxiété, on en a déjà parlé. Grosso modo, l'accès à l'information. Alors là, il faut réguler, mais je pense qu'on a tous compris. Hein. BFM TV toute la journée, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc ça déjà, on a compris qu'il fallait réguler ça, avoir un accès à une information juste, modérée, quelques fois dans la journée, mais sûrement pas des informations anxiogènes, dramatisées, etc., toute la journée. Pour lutter contre l'anxiété, certains ont déjà trouvé des parades, on les remet en place. Pour ceux qui ont le courage d'aller vers des choses quand même un petit peu exotiques pour certains d'entre vous, le yoga, la méditation, certains s'y sont mis avec plaisir et continuent d'ailleurs. Une petite parenthèse, vous avez Petit Bambou, l'application Petit Bambou, hein, qui propose des séances de méditation très intéressantes, et notamment pour les gens qui souffrent d'un cancer. Hein. Il y a une partie spécifique sur méditer quand on a un cancer, donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui nous permet de limiter cette anxiété? Alors, regarder des films, lire des livres, avoir des activités apaisantes. Ça paraît simple, mais je vous assure que parfois, on ne fait pas ça. On va se confronter, en fait, on va susciter des émotions, de l'anxiété, de l'angoisse, de l'insécurité, de l'inconfort, juste parce qu'on va s'exposer à des stimuli, en fait, qui vont être anxiogènes. Donc déjà, soyez stratège et faites en sorte que votre environnement soit serein, rassurant, que ce que vous lisiez, ce que vous regardiez soit apaisant, agréable, réjouissant. Donc ça, c'est pas inutile. Si jamais cette anxiété devient une angoisse, quelque chose d'envahissant, surtout prenez contact avec votre médecin.
on peut faire quelque chose dans cette période particulière. Il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets, très angoissés. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal parce qu'évidemment, on cumule quand même pas mal de difficultés depuis des mois, voire des années. Donc, vous pouvez vous faire aider très ponctuellement pendant cette période. N'ayez pas d'inquiétude. Hein, c'est des choses qui sont très bien gérées. Votre médecin sait faire. Vous baisserez, vous arrêterez quand ce sera nécessaire. Mais si vraiment c'est quelque chose d'envahissant, envisagez ça. Allez vers les associations. Éventuellement, la Ligue contre le cancer propose des prises en charge à distance. Hein. Moi, je participe aussi à des prises en charge à distance. Comment mieux vivre aussi ce confinement? C'est aussi gérer sa tristesse. Hein. Et gérer sa tristesse, ça veut dire notamment avoir des petites joies, garder le contact avec ses proches, même à distance, hein, de manière très régulière. Mais ça veut dire aussi s'investir dans des choses qui nous font plaisir, peut-être des activités manuelles, des activités artistiques, peut-être la nature, peut-être des documentaires animaliers. Alors, je vous parle de documentaire animalier parce qu'il y a une étude très sérieuse qui a démontré que le documentaire animalier avait des bénéfices considérables sur l'humeur. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont constaté, mais en tout cas, c'est des choses qu'on sait aujourd'hui. Donc, vous pouvez tenter le documentaire animalier. Par rapport au sentiment de perte de temps, parce que c'est ça aussi qui est pénible dans cette période, c'est de se dire, mais mince, je suis en train de perdre mon temps, je ne vis pas pleinement ce temps qui est à moi. Dans ces cas-là, je vous conseillerais peut-être de réfléchir à comment mettre ce temps du confinement ou du semi-confinement à profit. Apprendre une nouvelle langue, vous engager dans une nouvelle activité, ranger vos placards. Pour certains, le mois ne va pas suffire, d'accord? Donc, pour le grenier, vous pouvez même tenir un mois de plus. Donc, vous pouvez vous engager, par exemple, de rassembler, de collecter les photos de famille, les bons moments. Vous pouvez faire des albums physiques, non physiques. Il y a des sites qui vous permettent à distance de produire pour chaque année des albums merveilleux. Je vous assure, ça prend un temps fou. C'est génial et ça fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période pour ne pas perdre son temps? Alors, effectivement, peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être, il y a plein de formations à distance qui sont soit gratuites, soit extrêmement, qui coûtent très peu cher et qui vous permettent peut-être de vous initier à quelque chose de nouveau. C'est stimulant, c'est intéressant. Évidemment, on peut suivre le MOOC. On suit le MOOC pendant ce confinement. Excusez-moi, j'aurais dû le dire en priorité. Bien sûr, on suit le MOOC. Mais l'idée, c'est je m'ouvre à des nouvelles choses. J'ai le temps. Hein, donc, allons-y. Et puis, soigner les liens, c'est quelque chose qui va être très important pour vous pendant cette période. Alors, évidemment, à distance, pour ceux qui ne seraient pas encore équipés, demandez à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos amis qui sont plus à l'aise, de vous expliquer comment on fait pour être plus facilement en contact les uns avec les autres. Il y a des choses très simples à faire. Et ne vous braquez pas. Hein. J'ai certains patients qui étaient extrêmement réticents, qui ne voulaient pas en entendre parler, qui étaient très inquiets et angoissés par les nouvelles technologies pour garder contact avec leurs proches. Maintenant que c'est fait, ils ne peuvent plus s'en passer. Et ils trouvent ça génial. Donc, surtout, n'ayez pas de frein, d'inquiétude. Il y a un petit moment d'adaptation, mais c'est très facile à mettre en place et c'est très facile à utiliser. Alors, se voir, bien sûr, il faut bien sûr que c'est inquiétant cette période, mais les gestes barrières que vous appliquez depuis des mois, ce sont des gestes protecteurs. On nous l'a rappelé, les médecins nous le rappellent. Si nous gardons le masque, la distanciation sociale, si nous nous lavons les mains, si nous ne mangeons pas ensemble en enlevant le masque, si on ne se fait pas de câlins, si on est à une bonne distance, franchement, le risque, il est extrêmement, extrêmement faible. Hein. Donc, faut de la prudence, mais effectivement, se rencontrer physiquement, ce n'est pas quelque chose d'exclu. Vous pouvez en parler à votre médecin si vous voulez être rassuré par rapport à ça. Mais avec une application stricte des gestes barrières, on peut quand même se rencontrer. De préférence à l'extérieur. Alors, ce sera plutôt avec la doudoune dans la période qui vient qu'en avril-mai. Mais enfin, on peut se voir. Donc, si c'est important pour vous, faites-le. Et puis, dans l'intimité à l'intérieur de chez soi, mieux vivre ce confinement, c'est une vraie question. Parce que confiner avec quelqu'un ou quelques-uns, c'est pas anodin. Et donc, certains en ont fait une expérience plus ou moins réjouissante lors du premier confinement. Donc, moi, j'ai effectivement des patients qui ont pu m'expliquer combien ils avaient adoré le confinement dans la première période, retrouver leur famille, leurs enfants, voilà, pouvoir investir le foyer, pouvoir passer du temps dans leur maison, etc., etc. Par contre, pour certains, ça a été un peu plus compliqué
parce que quand on n'est pas habitué à vivre tout le temps ensemble, en tout cas pas habitué à ne pas avoir nos activités à l'extérieur, c'est une période sensible. Et s'il y a une chose essentielle pour que vous viviez bien cette période de reconfinement, c'est qu'il y ait une ambiance agréable à la maison. Ça, c'est essentiel. Parce que si la personne ou les personnes avec lesquelles on vit quotidiennement pendant cette période, si avec ces personnes-là, ça ne se passe pas bien, si c'est tendu, si on est contrarié, là, la période va être extrêmement longue et difficile parce que l'aspect affectif, il est essentiel. Les conditions de vie sont importantes, mais si on se sent bien et qu'on est dans un climat serein, on vivra mieux cette période. Alors, comment fait-on? Parce que c'est pas facile, ça. Hein, c'est pas du tout facile de réussir ça. Alors déjà, il faut s'organiser pour avoir des espaces personnels, pour pouvoir avoir des moments à soi, pour pas être tout le temps les uns avec les autres. Sauf si on est très fusionnel et qu'on adore ça, évidemment, c'est pas interdit. Mais essayons de réfléchir intelligemment plutôt que de subir les situations pour anticiper les problèmes qui peuvent advenir pendant ce confinement collectif ou en duo et voir comment on peut le vivre le plus sereinement possible. Donc, des moments que chacun va avoir pour lui-même. On peut sortir aussi un petit peu tout seul, 1 fois, 2 fois par jour pour aller respirer si on en a besoin. Chacun respectant l'espace de l'autre, mais aussi des espaces communs, mais des espaces vraiment communs. Parce que si chacun se met à s'investir des semaines durant dans des choses qui nous sont strictement personnelles, la communication va en pâtir. Et ça, à un moment donné, ça peut créer des tensions. Alors, ça veut dire aussi tout simplement faire quelque chose ensemble, regarder un film ensemble, partager une activité, partager quand même le repas, même si habituellement peut-être on s'organise différemment, garder une certaine proximité, une certaine intimité, plutôt l'un à côté de l'autre plutôt que l'un en face de l'autre. Ça c'est des choses qui paraissent peut-être simples, mais en fait c'est des choses qu'on peut perdre avec le temps dans des situations de tension ou avec le temps dans les relations. Il y a une distance qui peut s'installer et dans une période de confinement, ça va se sentir encore plus cruellement. Donc, garder de la bienveillance, de la proximité, de l'intimité pendant cette période, un minimum pour que le climat soit agréable, c'est extrêmement important. Si vous vous sentez bien à ce niveau-là, vous le vivrez beaucoup mieux. Hein. Ça veut dire gérer ses humeurs aussi. Quand on est hyper angoissé, éventuellement, on va faire un petit tour. On fait sa séance de méditation, on prend un carré de chocolat, parce qu'effectivement, il y a un moment donné où la charge négative de nos propres émotions ne vont pas pouvoir être absorbées par l'autre, même s'il nous aime beaucoup. Hein. Donc ça veut dire une certaine autogestion. Et puis, gérer ses humeurs, c'est aussi, parfois je suis agacée, je suis énervée, je suis en colère. Là où spontanément je me serais exprimée, si vous voulez bien vivre cette période, je pense que ça passera aussi par un certain contrôle, pour essayer de communiquer de manière, on va dire, la plus sereine et la plus bienveillante possible. Voilà, mais évidemment, c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, j'insiste sur ce climat-là parce que pour entendre des patients et avoir entendu des patients pendant la période de confinement, au-delà de la maladie, au-delà de la crise sanitaire, je peux vous dire ce qui a fini par peser considérablement, c'est les difficultés relationnelles, les contrariétés, le sentiment de ne pas être compris ou les difficultés de communication. Donc voilà ce que moi je pouvais vous dire un petit peu sur cette période de semi-liberté dans laquelle nous sommes de nouveau replongés. Laurent, je ne sais pas parce que je n'ai pas lu en même temps que je Si, mais j'ai des questions alors qui concernent, il a disparu et le revoilà. Les questions sont étonnantes, c'est sans doute parce que tu es très clair, Karen, je ne sais pas, mais il y a les questions, sont davantage sur le point médical, sur les craintes médicales. Il y a une question. Avec le recul, y a-t-il plus de malades du Covid chez les malades du myélome? Je ne pense pas. Mais professeur Olivier, vous allez pouvoir y répondre. Mais il y a plusieurs questions. Est-ce que je retrouve. Hein. Y a-t-il plus de malades de Covid chez les malades du myélome? Quel est l'impact du myélome sur le Covid et quelle est la gravité? Et quelle est je dirais, la surgravité je ne sais pas si c'est très français, mais je le dis comme ça, la surgravité du Covid pour un malade du myélome? Ouais, alors à ma connaissance, on n'a pas de chiffre du
taux du nombre de patients qui ont attrapé le Covid avec un myélome, parce qu'il y a des formes, même chez les patients atteints de myélome, qui peuvent être moins symptomatiques. On a des informations, par contre, sur la gravité de la maladie, puisque l'IFM, avec sous la houlette de Hervé Aveloiseau, mon collègue de Toulouse, a recensé la majorité des patients hospitalisés atteints de myélome et hospitalisés pour Covid. Et malheureusement, comme dans toutes les maladies qui donnent une diminution de l'immunité, et cette diminution de l'immunité, elle est liée à la chimiothérapie et à la maladie. Donc, il y a d'autres maladies qui sont dans la même situation. Comme chez tous les patients qui ont une immunodépression, on sait que la gravité de la maladie peut être plus forte. Et donc, en tout cas, chez les patients qui ont un myélome, qui attrapent le Covid et qui sont hospitalisés, on a des chiffres de gravité et de mortalité qui sont assez importants. Je crois qu'Hervé Aveloiseau avait dit que c'était un tiers. Alors attention, oui. Ça veut pas dire que les patients atteints de myélome vont plus attraper le Covid. Ce que je constate, moi, dans mon hôpital, c'est que les patients sont très prudents. Ils font encore plus attention que la population générale, ce qui fait que le nombre de cas de personnes qui l'attrapent, en tout cas dans l'hôpital où je travaille, est assez faible. Ça veut dire que les patients atteints de myélome sont fragiles, ils peuvent faire des formes plus graves, mais en utilisant les gestes barrières, ils ne l'attrapent pas. Donc, c'est là où il faut être prudent. Il faut être encore plus prudent que les autres, parce que vous faites partie des patients fragiles, mais il n'y a pas que le myélome, il y a les maladies auto-immunes qui sont sous immunosuppresseurs, les patients qui ont une sclérose en plaques, les patients qui ont des pathologies cancéreuses, tous les patients qui ont une immunodépression, donc une diminution du système immunitaire, sont à risque. Et donc, il faut être prudent. Mais les gestes barrières marchent. Donc, il faut, voilà, je souscris à tout ce qu'a dit Karen. Tout à fait. Et par rapport à une peur, il y a quelques, Maureen, je crois, qui exprimait, non, c'est Christine qui exprimait, là, je vis avec mon mari qui est malade du myélome. Vous parlez de distanciation. Qu'en est-il en couple? Puis-je manger à la même table que lui? Puis-je dormir à côté de lui ou faire chambre à part? Alors là, c'est une question, j'ai failli commencer, je commence à répondre et puis ma connexion a été coupée, donc comme ça, je le dis à l'oral. Je pense que ça dépend de votre situation, Christine, si je me trompe pas de prénom. Ouais. C'est-à-dire, en gros, si vous êtes pas dans des situations à risque par votre activité quotidienne, c'est-à-dire que si vous êtes amené à aller dans des lieux où vous êtes plus à risque d'attraper le virus, il faut être prudent à la maison. Si par contre vous vivez à la maison, vous sortez peu, quand vous sortez, vous respectez les gestes barrières de façon très stricte, que vous n'allez pas dans des lieux publics, vous enlevez le masque, la probabilité que vous l'attrapiez, elle est très faible. Donc dans ces cas-là, la probabilité que vous le transmettiez à votre mari, elle est très faible. Et donc évidemment, quand on vit ensemble, je pense que vous pouvez enlever le masque à la maison en respectant la distance, c'est-à-dire qu'on ne mange pas collé, on reste à 2 mètres, c'est comme ça, on est très bien. Et surtout, si vous avez le moindre symptôme, fièvre, signaux, toux, écoulement de nez, vous mettez le masque et vous faites attention. Et idéalement, vous allez vous faire dépister pour savoir si vous l'avez ou pas. Mais par contre, si vous êtes en situation à risque par votre activité personnelle ou professionnelle, à ce moment-là, il faut être prudent parce que on sait que les patients qui ne sont pas fragiles peuvent avoir des formes peu symptomatiques. Donc, je dirais que cette prudence, elle va dépendre un peu du mode de vie qu'on a. Mais évidemment, dans la sphère familiale proche, on est contraint et c'est important d'être un peu moins strict, si tant est qu'on ne soit pas dans des situations à risque, encore une fois. D'accord. J'avais toujours, alors c'est une peur, dans les peurs, tout à l'heure Karen tu parlais des peurs, là, il y a une peur qui a été exprimée, puisque les hôpitaux, les médecins sont pris par les malades du Covid, est-ce qu'ils auront encore le temps de s'occuper de nous, malades du myélome ou d'autres maladies graves? Alors c'est vrai que là, la question de la prise en charge pendant cette période très particulière, des prises en charge habituelles, voilà, c'est une source d'inquiétude et puis de désorganisation. Hein. C'est vrai que maintenant, puisque je connais bien le milieu aussi hospitalier, on a appris du premier confinement et on n'est pas au début de la crise sanitaire. Donc, il y a des difficultés auxquelles on a été confrontés au niveau logistique, peut-être au niveau prise en charge de manière globale, au niveau des équipes, hein, même si on a globalement géré. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation et qu'on est bien plus préparé à prendre en charge les priorités, à différer suffisamment tôt ce qui peut être différé. En tout cas, sachez que votre médecin ne vous fera pas prendre un risque supplémentaire. Hein. Il se peut qu'effectivement, on ait le sentiment d'être un peu moins en contact avec les professionnels de santé à l'hôpital, et c'est certainement le cas, mais ce ne sera pas au détriment de votre sécurité, parce qu'à partir du moment où votre situation nécessite une intervention, une prise en charge, un traitement, une consultation, elle sera mise en place, elle existera. D'accord ? Simplement,
Pour les situations qui seront peut-être voilà, moins urgentes ou pour lesquelles le médecin de ville pourra répondre, ou peut-être une infirmière de coordination, peut-être le pharmacien, bon, effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est pas votre hématologue qui vous répondra directement. Mais sachez qu'en tout cas, la priorité des équipes et de votre médecin, c'est de ne pas vous mettre en danger. Et donc, toutes les situations qui nécessitent une prise en charge, qui nécessitent un traitement, elles sont gérées, vraiment. Par contre, effectivement, certains d'entre nous qui ne seraient pas tout à fait dans une situation d'urgence peuvent, du coup, ne pas se sentir tout à fait accueillis comme d'habitude. Mais là-dessus, soyez rassurés, hein. Moi, je vois les équipes extrêmement vigilantes et mobilisées pour ça. Ce qui a été le cas, hein, Olivier, par rapport aux malades du myélome, il y a eu notamment sur la première période de confinement, il y a eu des reports d'autogreffes, il y a eu des modifications de traitement, hein, de prolongement de certaines phases et puis de décalage de traitement, mais toujours, voilà, en fonction de chaque situation et sans incidence sur la santé des malades. Tout à fait, je confirme. On se doit de réfléchir dans des situations comme ça, si on peut alléger le traitement notamment ou différer certains traitements. Le tout est fait avec une réflexion de l'IFM, l'intergroupe francophone du myélome. Il y a des recommandations qui ont été écrites au mois de mars, qui ont été actualisées en mai, et qui viennent d'être actualisées, qu'on a mis sur le site cette semaine. Et comme le disait Karen, de toute façon, si une intervention est importante, au cas par cas, par exemple la greffe, la question de la greffe se pose clairement dans cette situation difficile. Certains patients, on pense qu'il faut vraiment aller à la greffe parce qu'il y a des critères de réponse insuffisante avec le traitement d'induction. On ira jusqu'à la greffe. Et puis d'autres patients qui répondent très bien au traitement d'induction, on sait qu'on peut attendre un peu pour faire la greffe. Et à ce moment-là, votre médecin, votre équipe discutera pour décaler la greffe. Mais c'est sur des critères. On va pas dans les recommandations de l'IFM, il faut pas faire de greffe. C'est au cas par cas, en fonction de la réponse, en fonction de la gravité de la maladie. Est-ce qu'on doit aller? Il y a aussi les facteurs qu'on appelle de risque cytogénétique. Donc je souscris à tout ce qu'a dit Karen. C'est vraiment une discussion qu'on aura. Notre but, c'est de vous traiter au mieux en évitant de nous faire venir trop souvent à l'hôpital, si on peut éviter. Notamment, pour certains traitements, on va essayer de vous faire venir qu'une seule fois par semaine ou 2 fois par semaine, si la réponse est excellente, si tout se passe bien. Et dans d'autres cas, on continuera à vous faire venir, mais on aura à cœur de vraiment choisir la meilleure option et de vous faire prendre le moins de risques possible. Encore pour vous, Olivier, une question d'un René. Patrick, la saison a-t-elle une incidence sur notre comportement face au Covid? Bonjour Patrick d'abord, bonsoir plutôt. Je pense que la chose certaine, c'est qu'on vit plus dehors quand il fait beau et que le confinement du mois de mars-avril était plus agréable parce qu'il fait beau et qu'on pouvait, pour ceux qui avaient la chance de ne pas habiter en ville serrée entre les immeubles, d'être dehors et de profiter du soleil. Là, c'est sûr que la difficulté, c'est qu'on est plus à l'intérieur. C'est surtout ça que ça change. L'autre difficulté, c'est qu'il y a plus de virus autres que le Covid qui traînent et qu'on a plus de raisons d'avoir un peu de fièvre et autres. Alors, fort heureusement, les gestes barrières marchent aussi contre les autres virus. Donc, normalement, on devrait avoir moins de viroses saisonnières, on espère, moins de gastroentérite, moins de grippe, moins de tout ça. Mais notre comportement, il est surtout lié au temps. C'est-à-dire que c'est plus facile de garder des distances quand on est dehors, comme on le disait tout à l'heure, que d'être enfermé où là, on a plus tendance à faire tomber les masques. Quand on est à l'extérieur, c'est plus facile de garder les distances. On sait qu'il y a moins de risque de se contaminer à l'extérieur. Je pense que c'est surtout ça qui change. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a des questions. Juste un mot, parce qu'il y a une question sur le vaccin contre la grippe. Il faut se vacciner contre la grippe. Alors, l'immunodépression dont je parlais, qui est inhérente à la chimio et au myélome, fait que les patients atteints de myélome sont plus fragiles vis-à-vis de la grippe. Donc, se vacciner contre la grippe est important. Et cette année, puisqu'il y a le risque de grippe comme tous les ans et le risque de Covid, tout faire pour éviter le risque de grippe est important. Vacciner le patient, mais aussi son entourage, parce qu'on sait que vacciner l'entourage, c'est faire une barrière contre la grippe. Donc cette année, plus que les autres années, mais comme tous les autres années, il faut se vacciner contre la grippe, c'est important. Et il n'y a aucun risque de ce vaccin chez les patients atteints de myélome. Merci Olivier. Il y a juste un instant, quand vous finissiez, Olivier, faut-il se vacciner contre le pneumocoque? Alors oui, parce qu'en fait, j'ai pas insisté sur ça, mais le myélome, en tant que tel, favorise certaines infections, et notamment les infections à pneumocoque. Donc oui, il faut se vacciner contre le pneumocoque. Après, normalement, quand on a le temps, que la maladie n'est pas trop agressive, on essaye de le faire au début du traitement. Et il faut faire des rappels réguliers, notamment tous les 5 ans. Donc oui, se vacciner contre le pneumocoque, c'est important. Ok. Aussi. Merci.
Une petite remarque avant, je vois qu'Hervé commence à vous dire, il faut conclure. Je vais juste sur tout ce que nous a dit Karen sur voilà sur la gestion du temps. En fait, on peut se dire aussi que pour voir les choses de manière positive, que le confinement c'est le moment de prendre le temps, qui nous voilà et il faut arriver à, je pense à ça, quoi, de prendre le temps de tout ce que tu nous as proposé de faire, Karen, de s'instruire, d'échanger, de faire de nouvelles activités. Mais prendre le temps, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire, et c'est vrai que c'est une leçon qu'il faut peut-être arriver à intégrer dans ces moments-là. Et bien, en particulier aussi de prendre le temps comme nous l'avons fait et nous continuons à le faire avec cette webconférence. Peut-être quelques éléments de conclusion, Sophie ou Laurent, sur le module 1 du MOOC, sachant que, comme on l'a vu, il est toujours possible de s'inscrire au MOOC jusqu'au 13 décembre. Donc, il n'y a pas de… Vous pouvez le faire en prenant votre temps, c'est le cas de le dire, à votre rythme, en dialoguant ou pas. Il n'y a rien d'obligatoire dans ce MOOC. Sophie, tu veux ajouter quelque chose peut-être ? Oui, je voulais dire donc à toutes les personnes qui ont posé des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, le professeur a fait son maximum ainsi que Karen, mais le temps, c'est vrai qu'1 heure, c'est un peu juste. Je vois passer beaucoup de questions, surtout posez-les à votre hématologue de référent. C'est lui qui est garant de votre traitement, qui sait exactement ce que vous devez faire, quand vous devez faire. Donc, surtout, profitez de votre consultation pour lui poser toutes vos questions. Et encore désolé à ceux qui n'ont pas eu de réponse ce soir, mais peut-être qu'en participant au MOOC et en regardant toutes les vidéos, etc., vous aurez peut-être déjà certaines réponses. Voilà, et puis vous aurez également le replay qui va arriver tout de suite après cette webconférence. Donc, il est en cours d'enregistrement. Et vous le recevrez en ayant accès au lien, puisque, vous le savez, nous avons décidé exceptionnellement pour ces webconférences de les ouvrir à tous, que vous fassiez le MOOC ou pas, même si eh bien, nous serions très heureux de vous y accueillir. Peut-être les quelques mots de conclusion de l'ensemble des intervenants. Je crois que ça nous fera à tous plaisir de vous entendre encore quelques instants sur quelques mots, en commençant peut-être par Karen. Oui, bah écoutez, juste vous dire que vous avez déjà subi une annonce de diagnostic difficile, vous vivez avec une maladie qui n'est pas facile à gérer, vous retrouvez votre équilibre, vous avez vécu le début de cette crise sanitaire, le premier confinement, tout ça, ça nous renforce. Ne pensez pas que ça vous rende plus fragile, au contraire, ça vous rend plus compétent. Et donc, nous sommes encore plus compétents quand on a traversé tout ça pour continuer à maintenir notre équilibre durant la période qui s'annonce devant nous. Donc, ayons confiance en nous et en nos ressources. Olivier ? Oui, pardon. Non, moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'a dit Karen sur l'importance de trouver des moments plaisants dans la journée, d'éviter tous les médias, parce que même moi, médecin, qui essaie de prendre du recul quand j'écoute les médias, je stresse. Je trouve que c'est très, très anxiogène. Donc, lisez, profitez de la famille avec les gestes barrières, mais il faut garder les liens familiaux, c'est essentiel, tout en se protégeant. Et essayer de trouver des moments positifs dans la journée, que ça soit un rayon de soleil, une balade, même courte autour de chez soi, c'est essentiel pour tenir dans la durée. Voilà, je m'arrête là. Et voilà, Sophie, peut-être. Ben, je voulais vous remercier beaucoup, monsieur le professeur Decaux ainsi que Karen, qui ont pris sur leur temps, comme d'habitude, pour venir nous éclairer, nous malades, nous épauler, nous conseiller, nous informer. Et encore merci ce soir d'avoir été parmi nous. Et le mot de la conclusion pour Laurent. Juste peut-être souligner, parce que Karen ne le fait pas, mais souligner que voilà, là, Karen nous a amené beaucoup d'éléments ce soir, mais vous avez aussi, et il y a pas mal de ses collègues qui commencent à s'y mettre comme elle, à faire des consultations en ligne, hein, de pouvoir, y compris dans les hôpitaux, dire si vous avez besoin, eh ben, d'aller voir, de consulter, de discuter avec un psychologue, une psychologue, c'est quelque chose qui peut être utile. Il ne faut pas hésiter à le faire.
Au niveau de l'association, on va essayer de toujours de faire ce qui n'est pas simple, hein, mais de garder du lien avec nos adhérents, mais aussi avec tous les malades. On ne peut plus faire de permanence dans les hôpitaux, donc c'est pas forcément facile de vous joindre et vous de nous joindre. Utilisez le site internet, utilisez la page Facebook notamment. Voilà, mais il faut garder du lien, il faut garder de la convivialité malgré les difficultés qu'on vit actuellement. Et comme disait Olivier, les liens familiaux, les liens amicaux, avec les gestes barrières, il faut se protéger. Il faut que nos proches aussi se protègent pour nous protéger. Et il faut continuer à vivre et à vivre le mieux possible et de manière la plus positive possible. Alors, merci à tous. Pour conclure, les résultats du sondage, alors vous êtes 77% à souhaiter des webconférences dédiées au Covid et parmi ces 77%, eh bien, la fréquence qui est retenue est une fréquence a priori de webconférences tous les 15 jours. Un dernier mot pour souligner eh bien, que nous vous attendons nombreux, vous l'êtes déjà, plus de 370 dans le MOOC, et aussi le jeudi, alors c'est le jeudi 12 novembre, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, eh bien à 18h pour eh bien, la prochaine webconférence, très attendue comme à chaque fois, c'est la webconférence sur les traitements, sur la recherche. Certaines des questions ont déjà abordé eh bien, ces sujets-là. Un grand merci à toutes et à tous, et puis bonne soirée et à bientôt. À bientôt à tous. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir à tous.